Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler du dépistage du cancer colorectal, un sujet qui me passionne et m'anime depuis 20 ans. Voici le plan que je vous propose de suivre. Épidémiologie, niveau de risque de cancer colorectal, risque moyen, dépistage organisé avec le test immunochimique, dépistage individuel par coloscopie, risque élevé avec les facteurs environnementaux, les antécédents personnels et familiaux et des pistes d'amélioration. Au plan épidémiologique, la France est un pays à incidence modérément élevée quand on la compare avec le monde ou avec l'Europe, comme vous le voyez sur ces diapos. Le cancer colorectal représente le troisième cancer le plus fréquent en France, avec 43 000 nouveaux cas en 2018, et le deuxième cancer le plus meurtrier, avec 17 000 décès par an en 2018 toujours. Au plan épidémiologique et chronologique, la mortalité par cancer colorectal montre une diminution continue de moins 1,6% par an pour les deux sexes, mais avec parallèlement une augmentation continue du nombre de décès de 0,3% par an lié au vieillissement de la population. Au plan de l'incidence, on note une baisse de l'incidence chez l'homme de moins 1,4% par an, alors que l'incidence est stable chez la femme. Ces données pourraient sembler un petit peu faibles, voire, pour ne pas dire décevantes, si on compare la France, par exemple, à un autre pays qui utilise un test de dépistage par test immunologique, un dépistage organisé, qui montre des chiffres d'incidence qui baissent de façon plus importante. Pour ne pas dire que par rapport à des pays qui proposent un dépistage par coloscopie, on semble nettement moins bon. Ceux qui me connaissent sauront que je ne prône pas le dépistage par coloscopie, mais ceci suscite des interrogations néanmoins. Un événement épidémiologique récent qu'il est important de noter, c'est cette augmentation d'incidence telle qu'on l'observe aux États-Unis, en particulier chez les gens jeunes, moins de 50 ans, aux États-Unis et en Europe. Et ceci est inquiétant, effectivement. On le retrouve aussi en France, puisque vous voyez ici sur cette carte, la France est en vert foncé, qui montre une augmentation d'incidence chez les jeunes de 20 à 39 ans. Ça paraît moins net sur les données par Francim 2019, où on voit simplement chez la femme, pour le cancer du rectum, une augmentation qui semble significative. Quoi qu'il en soit, surpoids, malbouffe, obésité et autres activités physiques insuffisantes sont probablement causales et doivent nous interroger quant à des mesures de dépistage en relation avec cette augmentation d'incidence chez les jeunes. Concernant les niveaux de risque de cancer colorectal, les niveaux de risque, actuellement, les recommandations de dépistage en France reposent sur 3 niveaux de risque. Et ça repose à tort sur 3 niveaux de risque, parce que les risques en question sont obsolètes. Cette classification, en fait, est fausse. Elle ne prend pas en compte, par exemple, les risques environnementaux. Et elle est partielle, puisqu'elle oublie un certain nombre d'éléments. Pour aborder les niveaux de risque, je voudrais rappeler à toutes et à tous qu'aucun critère, qu'il soit clinique, anamnestique ou biologique, ni aucun score n'est supérieur au taux d'hémoglobine fécale pour évaluer le risque de cancer colorectal. Et ceci doit interroger. Effectivement, voici une classification que j'actualiserai volontiers de niveaux de risque. D'abord, il faut oublier que les niveaux de risque soient des paliers. Non, ce ne sont pas des paliers, c'est un continuum de risque du plus faible au plus élevé. Concernant les risques très élevés, pas de changement, c'est toujours les polyposes, le Lynch, auquel j'ajoute un taux d'hémoglobine fécale supérieur à 150 microgrammes par gramme, qui a une valeur prédictive positive pour le cancer de 15 à 30%. Je ne parlerai pas des risques très élevés au cours de ce topo. Pour les risques élevés, ce sont ces gens qui cumulent un certain nombre de facteurs de risque que je cite ici, l'augmentation de l'âge, le sexe masculin, l'obésité, la sédentarité, le diabète, le tabac, l'alcool, etc., etc., etc. Le risque moyen ou le risque plus faible est une image en miroir de ces risques élevés. Un âge plus faible, le sexe féminin, la résistance d'exercice physique en quantité suffisante, la prise de salicylate, etc.
Enfin, il faut rajouter un risque très faible qui concerne les moins de 50 ans et tous ceux qui sont déjà dépistés. Un antécédent de dépistage par FIT ou par coloscopie confère un risque très faible, de même qu'un taux d'hémoglobine fécale inférieur à 10 microgrammes confère un risque très faible de cancer colorectal. Concernant les moyens de dépistage du risque des personnes à risque moyen de cancer colorectal, eh bien, les résultats de la campagne française nationale de dépistage organisé sont tout à fait décevants. Malgré l'arrivée du test immunologique et sa simplicité, les taux de participation n'ont cessé de baisser et sont actuellement inférieurs à 30% à l'échelon national. Sur ces deux cartes, on pourrait imaginer qu'il y ait une amélioration, celle de droite étant plus récente. En fait, ce sont les échelles qui ont changé. À gauche, en bleu foncé, sont les départements qui dépassent 45%. À droite, ce sont ceux qui dépassent 32%. On a essayé de noyer le poisson et de rendre la mariée plus belle qu'elle n'est, mais bon, les choses ne se sont pas améliorées. Il existe encore et toujours de très grandes disparités départementales et les taux de participation restent très mauvais. Qu'on s'intéresse à la participation brute, c'est-à-dire le nombre de dépistés par test immunologique par rapport à la population cible des 50 à 74 ans, on n'améliore pas les choses, on culmine à 34% de participation en Alsace. Si on s'intéresse au taux de couverture, c'est-à-dire qu'on exclut qu'on essaye d'imaginer tous les gens qui sont en règle avec un dépistage pour le cancer colorectal, quel qu'il soit, test immunologique ou coloscopie, eh bien, on essaye d'évaluer cela d'après nos résultats du dépistage organisé et on arrive à un taux qui est effectivement sous-évalué, mais qui arrive autour de 57% pour l'Alsace, taux qui est le maximum en France. Clairement, l'Alsace aurait les coups des franches, elle serait à largement 10 points de plus de taux de couverture. Alors pourquoi un tel échec? Eh bien parce que l'organisation du dépistage organisé en France est une véritable usine à gaz. Vous avez suivi la saga Covid avec les masques, les tests, etc. Eh bien vous faites un copier-coller et vous avez exactement la même chose pour les dépistages des cancers. Alors, ça l'a conduit à la mise en examen de Madame Buzyn. On verra pour les cancers. Est-ce que ce sont l'INCa, la DGS, la CNAM qu'on va mettre en examen? Alors, pourquoi cela? Bien parce qu'un pilotage est complètement multicéphale, parisien, techno, illisible, peu réactif, irresponsable, incompétent, schizophrène, j'en oublie, avec trop d'intervenants, DGS, CNAM, INCa, etc. Et qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Eh bien, cela donne un désinvestissement des coordinateurs départementaux avec une dérive administrative et bureaucratique au détriment du médical. Et pourtant, l'échec n'est pas inéluctable. L'Alsace et les deux départements alsaciens sont là pour montrer qu'on arrive à dépasser 40% allègrement. Et encore une fois, je vous ai dit, l'Alsace aurait les coups des franches, elle serait à 10 points au-dessus, largement. Et finalement, Paris impose et perfuse un modèle unique, techno, inefficient et coûteux, plutôt que de reproduire les modèles qui ont fait leurs preuves historiquement, Saône-et-Loire, Isère, Ille-et-Vilaine, Alsace. Qu'est-ce qu'a donné le Covid en Alsace? Eh bien voilà, vous voyez sur la courbe de gauche les comparaisons entre l'année N-1, enfin la campagne N-1 et la campagne N. Et donc on voit qu'effectivement, au premier confinement, la participation a très notablement baissé, mais que depuis, la participation a rattrapé et dépassé la participation de la campagne précédente, ce qui fait qu'actuellement, il y a eu un creux effectivement au moment du confinement, mais qu'actuellement, on flirte avec les 46% de participation sur 24 mois glissants. Alors les handicaps du dépistage en France, eh bien c'est simple, hein, il y a deux handicaps essentiellement. Un handicap de gouvernance dont j'ai déjà parlé avec son absence ou son excès de pilote.
Son jacobinisme, le modèle unique qui s'applique à tous, eh bien non, ça marche pas comme ça. Et le mélange trois cancers. Le mélange trois cancers, c'est une spécificité française. Aucun autre pays n'a fait ça. Et bon, manifestement, ça ne marche pas. Et puis, le deuxième handicap, je vais être un peu provocateur vis-à-vis de l'Assemblée des gastro-entérologues à Vittel, mais c'est les gastro-entérologues eux-mêmes. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que les gastro-entérologues, finalement, pour la majorité d'entre eux, font la promotion du dépistage individuel par coloscopie au détriment du dépistage organisé par test fécal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une minorité des gastro-entérologues est à la source d'une perte de chance pour plus d'un patient sur 9 lors de la coloscopie. Je vais détailler cette histoire de perte de chance. Ce travail que nous avons présenté cette année au GIFOD 2021 sur plus de 13 000 coloscopies FIT+, faites par 116 endoscopistes alsaciens, eh bien, nous avons montré que 1500 personnes, 11%, avaient été pénalisées par les performances de leurs endoscopistes qui étaient en deçà des recommandations, des seuils recommandés, avec soit un taux de coloscopie complète inférieur à 90%, soit un taux de détection des adénomes inférieur à 45%, un taux de détection des lésions festonnées proximales inférieur à 1%, ou qui envoyaient des polypes bénins chez le chirurgien plutôt que de les référer à un endoscopiste expert. Voilà, donc là, il y a un plus à faire et qui m'entraîne à me poser la question, et si le maillon faible du programme français de dépistage organisé était la coloscopie? En effet, l'absence d'accréditation, d'assurance qualité pour la coloscopie, de procédures de maintien de la certification sont autant de points faibles de notre programme. Quid du risque élevé de cancer colorectal? Eh bien, ce risque élevé, on le reconnaît en cas d'antécédents familiaux. Classiquement, les antécédents familiaux confèrent un risque élevé de cancer colorectal. En fait, il est vrai que ce risque de cancer colorectal augmente en fonction du nombre, de la proximité et de l'âge des parents atteints. Collectivement, il y a un surrisque sur plusieurs milliers de personnes. Quand on fait des statistiques, on a effectivement un risque doublé si par exemple on a un parent au premier degré atteint. Mais individuellement, ai-je hérité des gènes de prédisposition de mes parents? Oui ou non, ai-je hérité? Eh bien, ça paraît cher payé de faire une coloscopie à partir de 45 ans, tous les 5 ans, à vie, pour savoir si j'ai hérité de ces gènes. En fait, cette étude publiée dans Gastro-entérologie l'an dernier a montré, l'équipe allemande de Brenner a montré que l'antécédent familial conférait en fait un risque moyen à un âge plus précoce de 5 à 15 ans. En fait, quand vous avez un antécédent familial, vous avez le même risque qu'à 50 ans, mais avec 5 à 15 ans d'avant. Alors, eh bien, les conséquences de ces remarques, c'est que les recommandations françaises actuelles sont obsolètes. Elles doivent être actualisées. Elles doivent être actualisées et on peut se rapprocher des recommandations nord-américaines qui proposent éventuellement un test de dépistage soit par coloscopie, soit par test immunologique entre 40 ou 50 ans, ou des recommandations australiennes qui vont même jusqu'à proposer un démarrage de dépistage par test immunologique entre 35 et 45 ans, puis une coloscopie plus tard vers 45-50 ans. Les antécédents personnels d'adénome ou de cancer confèrent classiquement un risque élevé. En fait, c'est pas si simple. Et les recommandations françaises 2021 de surveillance après polypectomie ont actualisé ces données et montrent que effectivement, il existe un risque qui reste faible quand on a un antécédent de 1 à 4 adénomes, tous de taille inférieure à 10 mm et en dysplasie de bas grade. Et dans ce cas, on peut être amené à proposer un choix de faire soit une coloscopie de surveillance à 7 ou 10 ans, soit de refaire un test immunologique à 5 ans. De même, pour arriver au risque élevé, le seuil auparavant était de 3 adénomes, maintenant il est de 5 adénomes. Donc les recommandations de surveillance ont changé et tiennent compte du fait que quand on a été dépisté
par coloscopie, même si on a un ou deux petits adénomes, eh ben on est à risque faible, à risque de cancer colorectal inférieur à la population moyenne. Deuxième point que j'ai souhaité noter, c'est le fait que ces recommandations obligent l'endoscopiste à fournir au patient un document écrit mentionnant le délai préconisé pour la coloscopie de contrôle. Les pistes d'amélioration que je vous propose, en termes de couverture pour le dépistage, eh bien, il nous faut absolument diversifier l'offre. Test immunologique, rectosigmoïdoscopie, coloscopie, tout cela est bon. Et diversifier les organisations, s'adapter à la demande. Il n'y a pas un test meilleur que l'autre. Le meilleur test de dépistage est celui qui est effectivement réalisé, quel qu'il soit. Test immunologique, rectosigmoïdoscopie, coloscopie, tout est bon. S'adapter au terrain. Il n'y a pas un modèle unique d'organisation efficient à Paris, Brest, Orange et Colmar. Un peu de girondisme ne fera pas de mal à notre pays. Actualiser les niveaux de risque. Ils sont obsolètes, je vous l'ai déjà dit. Et s'en affranchir parce que finalement, il ne me choque pas que l'on propose à une personne à risque moyen une coloscopie, de la même façon qu'il ne me choque pas qu'on propose à une personne à risque élevé un test immunologique. Il faut étendre les tests immunologiques aux personnes à risque soi-disant élevé, je vous ai dit, ces polypes à faible risque, ces antécédents familiaux, la présence de symptômes digestifs. Proposer une coloscopie aux personnes à risque moyen, ayant par ailleurs des facteurs de risque environnementaux, on en a parlé, tabac, alcool, obésité, que sais-je. Enfin, une gestion des risques élevés par les CRCDC me semble effectivement une solution pour améliorer la couverture du dépistage. Étendre la fourchette des âges relevant du dépistage est une chose nécessaire aussi. L'étendre à des personnes plus âgées, de 75 à 80 ans, qui sont en forme et sans comorbidité majeure, devraient pouvoir continuer à se faire dépister de la même façon que les gens plus jeunes, ayant des antécédents familiaux ou des facteurs de risque environnementaux, je vous en ai parlé, devraient pouvoir se faire dépister. Piste d'amélioration en termes de couverture, il y a aussi l'envoi postal du test immunologique aux non-participants qu'il faudrait reprendre, tel que cela était au tout début du dépistage par hémoculte, aux cinquantenaires, aux personnes ayant déjà dépisté. Les projets du gouvernement paraissent bien fades et bien faibles par rapport aux enjeux. On nous annonce une plateforme de commande en ligne du test immunologique pour le mois prochain, la délivrance des tests immunologiques par les pharmaciens en 2022. Je pense que ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faudrait renforcer encore le rôle des médecins traitants et en particulier leur envoyer la liste de leurs patients non dépistés. Nos collègues de Nantes ont démontré dans un grand article, dans un essai contrôlé randomisé, que la communication aux médecins traitants de la liste de ces patients non dépistés permettait d'augmenter la participation de 4% par an. Eh bien non, la CNAM l'interdit depuis le début du dépistage et cela ne sera pas accessible avant 2022. C'est dommage. Et piste d'amélioration en termes de qualité du dépistage, eh bien, je voudrais reparler de l'accréditation, de la recertification des endoscopistes, qui me semble nécessaire. Il faudrait augmenter les créneaux horaires alloués aux coloscopies FIT+. Elles sont plus difficiles, il y a plus de rendement et donc il faudrait que des créneaux horaires soient plus longs. Il faudrait mettre en place un registre national des coloscopies et des polypes, couplé à un programme assurance qualité. La Société française d'endoscopie digestive s'y emploie. Il faudrait mettre en place des réseaux régionaux de prise en charge des polypes difficiles. Et enfin, il faudrait que le laboratoire d'analyse médicale rende le taux d'hémoglobine fécale inférieur à 10 microgrammes. C'est utile pour l'interprétation des résultats. En conclusion, je voudrais vous dire que le dépistage du cancer colorectal est l'affaire de tous, gastroentérologues, oncologues, chirurgiens. Mobilisez-vous pour sensibiliser vos patients, leurs familles et votre entourage, quel que soit le moyen, test immunologique, coloscopie, rectosigmoïdoscopie, tout est bon, quel que soit le niveau de risque. Et gastroentérologue, améliorez la qualité de vos coloscopies. Voilà, pour en savoir plus, et je vous remercie de votre attention.